bonjour à toutes et à tous. Donc ça marche. Dernier événement, du coup, avant la remise des trophées de la santé mobile aux lauréats qui aura lieu à 20 h. La table ronde, donc, place à la compétitivité économique française en santé connectée. Donc, en qualité de cofondateur de DMD Santé et des trophées de la santé mobile, j'ai donc le plaisir d'accueillir sur scène Albertina Torsoli de Bloomberg qui mènera les débats. Béatrice Faliz-Mira, déléguée générale de Medicène. Philippe Burnel, délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Gilles Littmann, directeur stratégie, développement, innovation et business excellence Sanofi France. Monsieur Laurent Vincent, directeur des projets Santé Europe Assistance France. Et David Monteau, directeur de la French Tech. Madame Torsoli, la parole est à vous. Bonne table ronde. Un grand merci et un grand merci à vous toutes et tous d'être ici. C'est un peu la dernière table ronde de la journée, donc merci pour être ici. Je voudrais commencer un peu, c'est un thème très important, la compétitivité de la France dans la santé connectée. C'est un secteur qu'on a vu un peu grandir au début doucement, et là on voit vraiment un bond en avant avec des chiffres qui sont impressionnants. Plein d'acteurs, des acteurs de taille géant, on peut penser à Google, on peut penser à Facebook, des acteurs plus connus un petit peu plus pour nous comme Sanofi, le gouvernement, Medicène, les différents pôles, et puis les startups, les PME, tout le monde qui se rue un peu sur ce secteur, et en même temps la réflexion, parce que c'est une nouvelle réalité et il faut la comprendre et il faut un peu tous se réinventer. Donc je voudrais commencer ce soir avec le docteur Béatrice Faliz-Mira de Medicène. Donc commencer un peu avec votre expérience et un peu avec les atouts de la France. Les atouts de la France, c'est l'environnement qu'on peut trouver ici au niveau académique, les universités, les entreprises, les petites aussi entreprises. On citait entre les inventions en France, le premier cœur artificiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Et l'union, les liens des acteurs, hein, que je pense que reste important, et un peu donc votre expérience en tant que à Medicène de cette union qui fait la force. La force, oui. Merci beaucoup. Donc, effectivement, alors Medicène, je vais déjà juste en 3 mots dire ce que c'est. C'est un pôle de compétitivité. Donc, les pôles de compétitivité ont une dizaine d'années et ont été créés en fait pour relancer l'économie dans la France. Donc, c'est avec un objectif très économique, et notre métier, c'est de transformer tout ce qui est valeur d'innovation en valeur économique, donc création d'emplois dans un territoire, et aussi, puisqu'on est un pôle dédié à la santé, en valeur thérapeutique, en outil pour les patients et les professionnels de santé. Donc les pôles, en fait, ont cette mission d'animer tout l'écosystème de l'innovation. Donc ils appartiennent à un territoire, on est sur l'Île-de-France, on appartient à un domaine, on est la santé. Sachez qu'il y en a aussi bien dans l'aéronautique, dans l'élastique ou dans le bois. Donc nous, notre monde, c'est la santé, et en fait, on va animer tous les acteurs de l'innovation, que ce soit les PME, les startups, les toutes petites entreprises qui font partie de notre écosystème. Il y en a à peu près 200 chez nous. Les grandes entreprises, donc que ce soit de la pharma, de la biotech ou de la medtech, ou autres, puisqu'en santé numérique, ce qui apparaît, c'est qu'on voit apparaître des acteurs qui n'étaient pas santé, et qui viennent des télécoms, qui viennent de l'informatique, et toute la richesse du monde académique. Et en fait, donc, on va trouver aussi bien les hôpitaux, donc la PHP, l'IGR, Curie, etc., comme des pasteurs, le CEA, enfin voilà. Et donc, tous ces acteurs, en fait, sont ensemble pour créer et innover. Et l'innovation collaborative marche effectivement très bien, et c'est notre métier de faire émerger ces projets. Alors la santé numérique, je dirais, elle a quelques spécificités. Déjà, elle va allier des acteurs de mondes très différents, et donc il y a même une alliance avec d'autres pôles qui ont été créés, avec Cap Digital et Systématique, pour marier la technologie et la santé.
Alors, l'innovation en France, est-ce qu'elle est très pertinente et est-ce qu'elle est très positive? Alors oui, d'abord on a une très grande richesse académique qui est parfois même supérieure à la capacité de prendre du monde des entreprises. En fait, on découvre que la richesse de création et d'innovation du monde académique est grande. Et on a aussi énormément d'aides publiques pour le démarrage, on va dire, pour la première étape. Donc à ce moment-là, oui, il y a une vraie capacité à créer et à innover en France. La difficulté apparaît peut-être plutôt dans la deuxième étape, quand il faut déployer et industrialiser, où là, par contre, on a plutôt une faiblesse par rapport à d'autres écosystèmes pour arriver à faire cette deuxième bascule. Mais on a une vraie richesse de savoir-faire. On a une école, on a un monde médical assez reconnu. On a un monde très créatif d'ingénieurs. Donc on a toute cette richesse qui existe, qui souvent rencontre la PME, rencontre un peu l'entreprise, mais pas suffisamment. On le voit bien dans notre écosystème qu'il y a une vraie dissymétrie et trouve souvent un financement public pour démarrer, un peu d'investissement de business angel et tout. Et quand il va falloir passer vraiment au déploiement, je crois que là, on a un problème. Et on en reparlera peut-être après, mais en santé numérique, c'est encore peut-être plus compliqué que dans d'autres domaines. Et je voulais juste savoir le fait que depuis 2009, vous avez mis les 3 pôles de l'Île-de-France. L'expérience Interpol a un peu aidé dans ce sens-là, ou ça aide plutôt encore là en amont et on n'est pas encore au niveau des problèmes que vous évoquez? Alors en fait, déjà en santé numérique, mais je pense que ça a dû être, je suis arrivée un peu tard, mais on a déjà deux mondes très différents. On a le monde le monde médical avec la télémédecine ou des activités très, très télésurveillance de patients, enfin dans le monde de la santé. Et on a le monde en fait du bien-être. Les deux sont dans des règles du jeu, dans des modes de fonctionnement complètement différents. Donc déjà, tout ce qui va être trouver un marché et la régulation qu'on va y mettre n'est pas du tout la même dans les deux cas. Alors, le mariage des 3 pôles a apporté une richesse qui est en fait d'arriver à avoir autour de la table un projet de télémédecine ou un projet de santé numérique, c'est un besoin médical, un besoin de personnes, un besoin de patients, voire de citoyens, qui va trouver donc un besoin, qui va trouver une solution qui sera portée par des technologies. La technologie toute seule trouve rarement sa solution toute seule. Donc il faut qu'on ait une rencontre entre un monde médical et un monde technologique. Et je pense que l'Alliance permet ça. C'est-à-dire qu'il y a un pôle médical, Medicine, qui amène les besoins médicaux, la compréhension de cet univers, avec des experts, par contre, des technologies qui apportent les solutions. Et on a besoin de cette rencontre pour que souvent les solutions se mettent en place. Il y a eu des tentatives de technologies qui ont été mises en place sans besoin et sans organisation sous-jacente. Ça a plutôt été des échecs. Je pense une région qui avait promu très tôt la téléconsultation, sans organisation, sans besoin exprimé et sans volonté médicale, les machines sont restées dans les placards. Donc il faut clairement qu'il y ait un besoin exprimé, et ça doit venir des patients, des citoyens ou des professionnels de santé. Et merci beaucoup. Et donc, je voulais passer à Laurent Vincent parce qu'on est là, on ne veut pas cette technologie dans les placards. Et donc, le concept de l'accompagnement, je trouve très intéressant l'histoire d'Europe Assistance parce que c'est une longue histoire. Vous êtes passage du dépannage automobile à autre chose. Et aujourd'hui, vous avez mis en place ces programmes d'accompagnement. Et donc, voilà l'importance de l'accompagnement et des relations pour arriver à une étape suivante. Mais aussi, on a parlé un peu des atouts, on parle un tout petit peu plus des challenges que vous rencontrez dans la mise en place de ce programme. Et donc, un peu, si vous pouviez un peu faire parler de votre expérience et de quelques challenges que vous rencontrez de votre côté. En fait, on va reprendre. Effectivement, on a été l'inventeur de l'assistance il y a maintenant plus de 50 ans. L'esprit pionnier qu'on avait à l'époque sur le voyage, aujourd'hui, ce transfert existe toujours sur tous nos métiers. Et il y a un métier dans lequel il est certainement plus prégnant, c'est celui de la santé. On est passé d'un univers où la technologie, qui est au cœur du débat d'aujourd'hui, nous amène à avoir une autre façon d'envisager la santé. Le fait d'avoir des gens qui deviennent de plus en plus acteurs, qui deviennent de plus en plus autonomes, mais on s'aperçoit assez rapidement que si on met que de la technologie seule, on va avoir à la fois des gens qui vont s'investir, mais cet investissement pourra avoir une durée plus ou moins longue. Et on s'est aperçu que derrière toutes les innovations technologiques, plus on allait en fait mettre de digitalisation,
plus en fait l'individu allait nous demander de mettre du service. Parce qu'en fait, il veut de la matérialisation. Je crois que c'est Laurent Alexandre qui disait que plus on aura de digital et plus on aura d'humain à mettre en parallèle, puisqu'en fait, c'est ce que nous demande en premier lieu la personne. Ok, donnez-moi de la technologie, permettez-moi de me suivre, mais dites-moi à quoi ça sert, dites-moi quel bénéfice cela va m'apporter, et dites-moi aussi ce que vous allez faire pour moi. Donc c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est cette nouvelle approche de la santé qui va de plus en plus intégrer du digital pour qu'on soit présent au bon moment et uniquement au bon moment, mais surtout pour apporter une vraie valeur et expliquer pourquoi le digital a une véritable importance, qui doit permettre de suivre une observance de traitement, qui doit permettre d'avoir une nouvelle vision de cette santé qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus personnalisable et beaucoup plus dans l'accompagnement. Après, oui, il y a des enjeux qui sont très très forts. Il y a des challenges. La santé connectée, en fait, elle ne va pas au même rythme que ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Je crois que c'est Guillaume Durand qui disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un cycle de renouvellement de toutes les innovations santé qui sont d'à peu près une centaine de jours. Bon, c'est un rythme qui est effréné, ça veut dire qu'on a 3 cycles d'innovation dans une année. Quand vous regardez à côté de ça les nécessités énormes qui pèsent sur la mise en œuvre de ces projets, on se dit qu'en fait, on a le temps de laisser passer 3 cycles d'innovation avant de pouvoir lancer un projet. Une autorisation de la CNIL, un dossier ANSM demandent des mois et font que, quelque part, un projet qui a été initié il y a 100 jours aura son remplaçant qui va arriver 100 jours plus tard, sans forcément qu'on ait les autorisations. Je ne dis pas pour autant qu'il faut supprimer les autorisations CNIL, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas un système pour réguler, il faut simplement peut-être trouver une autre façon de faire les choses pour qu'en fait on ait cette régulation qui soit à la fois protectrice, parce qu'on doit protéger l'individu, on doit protéger un système, on doit protéger une société, mais qu'elle puisse tenir compte également de ces éléments et que de la recherche du zéro risque, qui au final n'existe jamais, peut-être travailler sur un modèle qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réactif et beaucoup plus proactif dans la mise en œuvre. Merci. Donc, je voudrais passer à Monsieur Philippe Burnel parce que voilà, on se trouve aujourd'hui face à ce décalage entre le temps de la technologie, mais après le temps des règles, du cadre juridique, du cadre administratif. Et ce n'est pas une équation facile, bien sûr. Donc, un peu votre expérience. Vous êtes délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé au ministère de la Santé. Ça fait beaucoup d'années que vous vous penchez sur ces sujets-là et déjà commencé à voir au niveau du ministère, du gouvernement, comment la réflexion a évolué dans les années et où vous en êtes aujourd'hui. Alors, on peut répondre de plusieurs manières. D'abord, comment la réflexion a évolué. Je pense qu'elle a évolué. Un élément important, c'est la prise de conscience au sein de l'univers dans lequel je vis, que le numérique aujourd'hui, enfin on était traditionnellement dans un paradigme qu'on connaît bien, dans lequel on a des consommateurs, des clients qui expriment un besoin, qui font un cahier des charges, et derrière, il y a des informaticiens qui font des choses. Et en fait, on a progressivement pris conscience que ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers du numérique inverse un peu la proposition, et qu'il y a finalement dans un certain nombre d'innovations d'aujourd'hui, ou d'innovations qu'on voit poindre, ou de combinaisons d'innovations, une manière, des offres de services nouvelles. Donc ça, c'est un premier élément, c'est de se dire finalement, il faut qu'on a bien sûr toute une partie du processus où on continue à avoir des objectifs de santé, et on voit bien que pour atteindre certains objectifs de santé, on a besoin, à un endroit ou un donné, à tel ou tel endroit, d'un outil qui va faire des choses très précises. Mais il y a également une deuxième approche complémentaire qui est de se dire le numérique est porteur d'innovations, d'opportunités nouvelles, qui peuvent être des réponses à des questions qu'on se pose, mais peut-être des réponses différentes de la manière dont on les a imaginées. Et donc il faut qu'on ait face à ce secteur une posture qui n'est plus une posture de préconisation, mais qui est une posture d'accueil. Comment est-ce qu'on crée un écosystème administratif, de régulation de façon générale, qui est favorable à ça? Alors, après, ça renvoie à la question de vous êtes un peu lent. Oui, c'est vrai, on est structurellement lent, je le reconnais. Alors, maintenant, dans cette lenteur, il y a 2 éléments. Il y a une partie de la lenteur qu'on pourrait probablement améliorer ou réduire, qui est la lenteur la lenteur que l'on crée parce qu'on a un cadre de régulation qui est complexe. Je pense qu'on peut, il y a tout et aujourd'hui, il y a des actions. Par exemple, quand on crée,
je ne vais même pas rentrer dans la réglementation. Je veux dire, quand aujourd'hui on fixe une stratégie, qu'on fixe un cap, qu'on structure le paysage avec un certain nombre d'offres de services publics bien identifiées, quand on produit un cadre d'interopérabilité, on est déjà dans une situation où un industriel peut déjà repérer comment les choses évoluent et où il pourrait prendre sa place. Deuxième élément, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une réglementation qui est très souvent fondée sur le contrôle ex-ante. Bon. Alors, est-ce qu'on peut en sortir? Souvent, on met en avant le sujet des autorisations de traitement de données de santé, puisqu'évidemment, dans notre secteur, et donc on met en œuvre, on pointe les délais liés à l'instruction des dossiers au niveau de la CNIL. Vous savez que là, il y a quand même le règlement européen là, qui est en phase d'adoption finale, inverse le processus. Il inverse le processus en partant d'un principe de responsabilité des acteurs et plutôt de contrôle a posteriori. Donc je pense que on peut assez facilement, c'est pas forcément toujours facile, mais on peut imaginer, et on le fait sur toute une série de dossiers, on l'a fait par exemple sur la télémédecine, où on a mené un travail avec les industriels et d'autres acteurs, et tous les acteurs administratifs, pour identifier tous les freins au déploiement de la télémédecine qui n'étaient pas des freins financiers. Et on a pu repérer des freins qui sont liés au fait que le guichet d'entrée dans les ARS n'est pas toujours bien identifié. On a pu identifier des freins au fait que le cadre normatif dans lequel les projets se situent n'est pas toujours facile à identifier, et donc quelquefois les acteurs perdent du temps, non pas à faire du droit, mais à repérer la case dans laquelle ils doivent être. Donc, clarifier le cadre normatif. Simplifier un certain nombre de procédures qui sont parfois être redondantes. Je pense par exemple aux procédures, et maintenant c'est chose faite, ou sur les opérations souvent les projets de télémédecine s'accompagnent de projets de coopération interprofessionnelle, ce qu'on appelle les délégations de tâches, où on avait un processus d'instruction qui commençait par l'ARS, puis qui passait à la Haute Autorité de Santé, et qui repassait par l'ARS. Bon, on a inversé le processus, on commence par la Haute Autorité de Santé, qui cadre le schéma au niveau national, et ensuite on le traite. Donc il y a un certain nombre de mesures de simplification administrative, et il y a le décret télémédecine qui doit également simplifier le processus de contractualisation. Donc il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles on peut avancer. Reste un point sur lequel on a parfois un débat, qui est quand on est dans le domaine de l'admission au remboursement. C'est-à-dire que quand il s'agit de diffuser des innovations qui sont prises en charge par d'autres acteurs que la solidarité nationale, on peut travailler assez largement, je pense, à simplifier les procédures, à les raccourcir, à éviter de compliquer la vie des acteurs. Quand on arrive à une question de dire « je voudrais que mon objet, mon dispositif soit remboursé par l'assurance maladie », là, à ce moment-là, on va rentrer dans un nouveau sujet qui est de dire « est-ce que ça vaut le coup ?» C'est quoi le bénéfice attendu et le rapport bénéfice-risque? Donc là, on rentre dans un sujet où la puissance publique reprend la main en disant « attendez, si vous voulez que je paye, il faut quand même que je sois convaincu de l'intérêt de ce dispositif ou ce service ». Et là, on rencontre aujourd'hui une difficulté qu'il ne faut pas nier, qui est une difficulté d'ordre de méthode, parce que ce sont des sujets finalement qui émergent depuis assez peu de temps, qui font qu'on était habitué, les dispositifs sont assez bien rodés pour évaluer un médicament tout seul, pour évaluer un dispositif médical, je dirais, il y a une filière, et puis les industriels savent parfaitement comment ça marche, et finalement l'instruction va dans l'ensemble relativement vite, y compris jusqu'à la fixation du prix, du taux de remboursement et du prix. Là, on est sur des sujets où on se retrouve un peu en difficulté, parce que les projets sont souvent des projets, et ça a été dit par les deux intervenants précédents, combinent à la fois un objet, ou un logiciel, ou les deux, et une organisation. Et que ce qu'il va falloir évaluer, c'est la totalité du dispositif. Bon. Et là, on est parfois un peu en difficulté pour trouver le bon niveau de preuve. Alors, probablement qu'une part de la responsabilité nous incombe, où on a imaginé qu'on a toujours en tête le gold standard qui est l'essai randomisé en double aveugle. Et donc, évidemment, c'est compliqué en télémédecine ou en télésanté de façon générale d'exiger ce niveau de preuve. Et voilà, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui su faire les choses. Alors, on a plusieurs réponses à ça. D'abord, je pense qu'il faut... Nous, on a lancé un certain nombre de propositions à destination de la recherche académique. Je pense qu'il faut que sur la matière, sur ce sujet, les universitaires ou les gens qui nous proposent des méthodologies d'évaluation adaptées. Je pense qu'aussi la réponse, elle vient aussi du côté des industriels. Je veux dire, quand des dossiers sont portés, quelquefois, le niveau de, même pas de preuve, mais de capacité à remporter la conviction de l'intérêt du dispositif est quand même pas toujours très satisfaisant. Donc il y a aussi la qualité des industriels, et puis probablement qu'il y a aussi de notre côté, à un moment donné, une certaine capacité à prendre le risque, à faire une première évaluation un peu sommaire, et puis d'imaginer une clause de revoyure 9 mois, 1 an après. Peut-être que là, on peut aussi faire quelques pas en avant.
Mais on reverra après aussi au modèle financier, parce que ça, c'est les coûts de santé. Hein, donc aussi, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est pour essayer un jour de mieux monitorer, mieux prévenir et baisser les coûts de santé qui sont un thème central en France et pas seulement en France. Mais je voudrais passer à un cas un tout petit peu plus dans le détail maintenant de télémédecine. Sanofi est un grand acteur ici en France, pas seulement en France bien sûr, mais en France, ça fait 15 ans que vous êtes chez Sanofi. En ce moment, vous êtes à la tête de l'innovation en France et un modèle plus précis, un projet dans le diabète. Et donc, le diabète, on est dans le cadre des maladies chroniques qui sont difficiles. L'accompagnement est difficile pour les diabétiques. Plus dans le détail, pour beaucoup de gens, la dose d'insuline à choisir à un certain moment de la journée peut changer souvent, à chaque moment de la journée, on peut dire, quand on en a besoin. Ça dépend de ce qu'on vient de manger, ça dépend aussi de l'exercice qu'on a fait. Donc, pour beaucoup de monde, le contrôle glycémique est un problème et il faut des outils plus précis et qui puissent accompagner la personne malade. Et je pense que vous pouvez un tout petit peu parler de ce projet, c'est les premiers retours, ce que vous avez appris jusqu'à là. Et je sais que d'ailleurs, vous êtes avec aussi Europe Assistance, donc c'est tout ce parcours d'accompagnement qui unit l'humain et la technologie. Absolument. Le diabète est une pathologie intéressante pour illustrer ce que peut apporter la télémédecine ou la santé connectée, quel que soit le nom qu'on y apporte, dans la mesure où c'est une maladie chronique qui nécessite un suivi dans le temps. Et finalement, j'ai l'habitude de dire que la santé connectée, pourquoi est-ce qu'elle nous paraît aujourd'hui si intéressante? C'est parce qu'elle vient connecter des acteurs ou des données qui ont tendance à être fragmentées ou éparses. On est dans un système où, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas du diabète, il peut y avoir une certaine fragmentation entre la ville et l'hôpital. On parle beaucoup du parcours du patient, entre le pharmacien, le médecin généraliste, le spécialiste. Donc, la technologie, la santé numérique, d'abord, elle permet de connecter l'ensemble des acteurs. Puis, deuxièmement, pour des patients atteints de maladies chroniques comme le diabète, où est nécessité un suivi dans le temps d'un certain nombre de paramètres qui évoluent, et où vous avez en général, par exemple, je crois qu'on le rappelait ce matin, en moyenne, vous avez 2 rendez-vous chez votre diabéto au mieux dans l'année. Il n'est pas du tout évident que vous voyez votre diabétologue au moment précis où vous en avez besoin. Donc, c'est vrai que de disposer de solutions de télémédecine qui permettent, d'une part, de suivre un certain nombre de paramètres dans le temps et donc d'intervenir à des moments plus opportuns que des rendez-vous qui sont fixés à l'avance, et d'autre part, de connecter différents acteurs autour d'un patient, nous paraît tout à fait répondre aux besoins des patients diabétiques. Et un chiffre, simplement, aujourd'hui, 50% des patients diabétiques ne sont pas à leurs objectifs de glycémie, malgré tous les progrès qu'on a pu faire dans les traitements, y compris ceux apportés par un groupe comme Sanofi, puisque nous sommes très très présents dans le domaine du diabète depuis plusieurs décennies. On voit bien que la question de la santé ne se réduit pas à la seule question du médicament. Et je dirais que c'est fort de cette conviction-là que le groupe Sanofi s'est assez résolument engagé dans une démarche autour de la santé connectée. Alors, on le fait de plusieurs manières. On a effectivement un projet en France qui n'est pas un projet qu'on mène tout seul, et vous le rappeliez tout à l'heure. Ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on soit en partenariat avec des sociétés qui maîtrisent cette technologie, donc c'est le cas de Volantis pour le projet en question, et puis des médecins qui ont une connaissance extrêmement fine de la clinique, de l'expérience patient, et c'est exactement la structure de ce projet. C'est un partenariat entre ces 3 acteurs, et on s'est engagé dans une démarche d'études cliniques, un petit peu comme vous le rappeliez, pour essayer de démontrer que les patients qui utilisent cette solution sont mieux traités, ou ont en tout cas une baisse de leur glycémie qui est supérieure à ceux qui ne l'utilisent pas. Voilà un petit peu le cadre général. Alors, les apprentissages, la première chose, c'est peut-être une évidence, mais c'est bien qu'on le rappelle, et je crois que Laurent le rappelait aussi, la question de la technologie est relativement secondaire par rapport à celle de l'usage. C'est une chose de développer des outils ou des solutions. Tant qu'elles ne sont pas adoptées par ceux à qui elles sont destinées, patients comme professionnels de santé, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il y a aussi toute une question d'accompagnement au changement qui me paraît absolument fondamentale et que peut-être on a tendance collectivement à négliger parfois au moment de mettre ces solutions à disposition. Il y a ensuite une question de financement qui est évidente, puisque là on parle quand même d'investissements importants. L'étude clinique qu'on mène, on la mène sur plusieurs centaines de patients, donc ça requiert des investissements dans la technologie, dans l'étude.
Et donc la question de ce qu'on appelle le business model est fondamentale, puisque c'est elle qui déterminera les investissements qu'on sera prêt à mettre, et au final la pérennité des entreprises. Et puis, parce que c'est un autre aspect qui me paraît intéressant, les emplois. Parce que finalement, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il me semble la santé numérique ouvre la voie à une transformation d'un certain nombre de métiers et peut-être à la création de nouveaux métiers. Et quand on sait l'importance de la question de l'emploi dans notre pays, c'est une autre raison pour moi d'être volontariste sur ce sujet. Voilà. Et puis effectivement, mais ça a déjà été évoqué, nous avons besoin, nous industriels, d'avoir face à nous des pouvoirs publics qui s'adaptent à ces nouveaux modes de prise en charge, parce que le temps de la technologie et le temps administratif et réglementaire n'est pas du tout le même. Et bien souvent, le temps de déployer cette technologie, elle peut déjà être partiellement obsolète. Donc je suis très content d'entendre mon voisin évoquer des schémas de prise de risque partagée, de clause de revoyure, je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée, avec l'idée qu'on puisse mettre à disposition plus vite ces technologies et puis se revoir dans un deuxième temps, plutôt qu'avoir une approche traditionnelle et classique comme on l'a pour les médicaments. Et quand vous parlez aussi de vos collaborations, hein, parce que comme on a dit avant, l'union fait la force, les startups sont aussi un sujet aussi pour vous. Et donc, comment Sanofi se positionne dans ce domaine avec les startups? Et puis, on parlera plus largement aussi de ce domaine. Alors absolument. Avec la French Tech. Effectivement, l'autre nouveauté, je dirais, de cette révolution numérique dans la santé, c'est qu'elle émerge de la part d'acteurs avec lesquels on n'a pas nécessairement l'habitude de travailler. Donc, je vais prendre deux extrêmes. Des acteurs comme Google, on a signé en fin d'année dernière un partenariat avec Google pour développer des solutions à destination des patients diabétiques, parce qu'on a besoin de s'allier à des gens comme Google pour développer ces solutions. Et c'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que Google choisit un partenaire comme Sanofi. Ça devrait, je trouve, faire la fierté aussi de la France, de se dire qu'on a un acteur industriel de la santé, reconnu dans son expertise dans le diabète, choisi aussi par Google pour être partenaire. Mais à l'autre extrémité de ce spectre, on voit effectivement émerger beaucoup de startups qui ont l'avantage sur des structures comme les nôtres de faire preuve d'énormément d'agilité, de créativité. Et il nous semble qu'il y a sans doute une alliance à trouver. Et c'est la raison pour laquelle on a pris un certain nombre d'initiatives. On a signé en fin d'année dernière l'Alliance pour l'innovation ouverte d'Axel Lemaire, avec cette idée de transformer nos modes de collaboration avec ces startups, parce qu'il faut qu'on s'adapte. Naturellement, on n'est pas tout à fait, organisé pour travailler avec ces petites structures qui ont besoin de réactivité, de réponses rapides, d'être payées, d'avoir des contrats simples. C'est des choses qui paraissent triviales, mais qui nécessitent un petit peu d'ajustement. On a même d'ailleurs chez Sanofi mis en place un contrat de coopération qu'on a co-construit avec les startups en partant de leurs besoins et en essayant de voir ce qu'on devait adapter et en essayant de regarder ce qu'on pouvait s'apporter l'un l'autre. Donc il y a, je dirais, ce cadre-là. On est partenaire d'un certain nombre d'initiatives comme des incubateurs de deux types. Le Village du Crédit Agricole, qui est une initiative privée avec un des axes stratégiques en santé qui se trouve juste en face de notre siège. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Bordeaux parce qu'on va aussi en inaugurer un à Bordeaux au mois de septembre-octobre, avec la conviction que l'innovation n'est pas seulement à Paris et en Île-de-France, mais dans toutes les régions de France. Et puis, un autre type d'incubateur avec lesquels on travaille, c'est celui de Boussico en e-santé, qui est celui de la ville de Paris, qui a une approche un petit peu différente, mais ça nous paraît deux approches complémentaires. Donc on a tout ce travail, et je dirais que sur l'année 2015, avec notre équipe, on a dû rencontrer presque une centaine de startups pour essayer vraiment d'être à l'écoute de ces innovations. Et quand on peut, on essaye d'aller plus loin en étant leurs clients, parce que bien souvent, ce sont des startups qui ont besoin d'abord d'avoir de l'activité, du business, en essayant de leur apporter des compétences qui leur font défaut, parce que Sanofi en France, c'est 27 000 personnes sur un total de 110 000, donc on a énormément de compétences, et puis plus globalement, d'essayer de leur donner de la visibilité, comme par exemple ici au Trophée de la Santé Mobile, où on a essayé aussi de les aider à gagner en visibilité. Mais donc, je voulais passer à vous, Monsieur Monteau. Vous êtes un passionné de start-up, beaucoup d'années dans ce domaine. Est-ce que tout cela suffit? Peut-être en introduction, réexpliquer ce que c'est que la French Tech. La French Tech, c'est d'abord ce qu'on espère être un nom commun. Ça, c'est le nom par lequel l'ensemble des startups françaises, collectivement, sont connues. On pense qu'il y a une sorte de touch, un savoir-faire français, entrepreneurial,
français, et on a essayé de l'identifier par ce mot French Tech. Donc c'est d'abord tout l'ensemble des gens, des femmes, des hommes qui travaillent pour et dans des startups en France. Et c'est aussi le nom d'une initiative qui a été lancée par le gouvernement pour soutenir justement le développement de cet écosystème, l'enjeu étant la croissance de ces startups. Donc c'est comment on essaie de développer des conditions qui vont rendre favorable justement le fait que ces startups, on va dire, les startups françaises n'ont pas des PME de quelques personnes, quelques dizaines de personnes, mais des grosses PME, des ETI, peut-être un jour des grands groupes. Donc c'est vraiment ça le sujet. Et donc, partant de là, qu'est-ce qu'on essaie donc on a identifié deux grands axes. Un axe, on va dire, national, c'est-à-dire comment on essaie de structurer, accompagner, intensifier la dynamique de l'écosystème en France et partout en France. Je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes très dynamiques un peu partout, dans beaucoup de villes en région. Et puis aussi un volet international, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas pour faire aussi mieux connaître l'entrepreneuriat français dans le monde et aussi attirer. C'est-à-dire l'objet, c'est aussi de l'attractivité, d'attirer des investisseurs, d'attirer des talents pour nourrir la croissance de ces startups. Alors, ce qui est important, ces startups, c'est dans le nom, c'est start, mais pour faire up. C'est-à-dire que le sujet, c'est des entreprises qui, c'est pas seulement des jeunes entreprises, des petites entreprises, c'est des entreprises qui se créent pour devenir grandes. Et donc elles sont à la recherche d'un modèle économique pour devenir des acteurs majeurs, leaders, etc., sur un marché qui va être mondial. Et je dirais, ce qui a enfin, au démarrage, qui a été un peu le constat quand on a souhaité lancer cette initiative. Donc je vous ai dit, c'était la difficulté aussi qu'il y avait en France, comparé en particulier, on parle au monde anglo-saxon, mais à croître ces startups. Mais c'est aussi le fait qu'on est, depuis un certain nombre d'années, plongé dans une transformation économique et industrielle totalement mondiale, auquel on peut donner le nom de numérique, mais qui en fait touche l'ensemble des pratiques du travail, de la vie, etc. Et ça, c'est à la fois éventuellement une menace, on sait bien que ça peut s'incarner dans un certain nombre de grands acteurs internationaux, enfin américains, je veux dire, qu'on peut voir comme une menace, mais c'est aussi une énorme opportunité pour notre économie, pour l'économie française et pour notre pays. Et donc, comment finalement on capte et on devient acteur de cette transformation, c'est ça un peu l'objectif de la French Tech, avec une conviction au départ. La conviction, c'est que les acteurs majeurs et moteurs de tout ça, ce sont les startups. Et finalement, et je pense même que quand on regarde l'innovation, même aujourd'hui, l'innovation, elle émerge sur le marché par des startups. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, elle n'est pas déployée, les startups, elles peuvent être rachetées, etc. Il y a évidemment plein de scénarios. Mais enfin, ce qui est important, c'est que cette innovation, elle émerge vraiment par l'entrepreneuriat, cet entrepreneuriat de croissance. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'accélérer, de faire qu'un certain nombre parmi ces entreprises deviennent de grands acteurs. Et ça, c'est un peu la dynamique qu'on a essayé de lancer. Alors et cette transformation mondiale, évidemment, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas un grand expert du secteur de la santé, mais elle touche évidemment tous les secteurs. Dans les années 2000, il y a eu, on va dire, on parlait encore d'informatique finalement, mais là le sujet c'est pas ça, c'est dans notre vie de tous les jours et c'est dans le travail de tous les jours. Donc, et aujourd'hui, tous les secteurs, jusqu'aux secteurs les plus industriels, sont touchés et impactés par ce mouvement. Et alors, c'est ce qu'on a pu appeler le phénomène, alors disruption, on a même marketé ça sur ubérisation, donc c'est ça, mais c'est comme ça dont on parle. Et on voit bien, et ça touche en particulier les secteurs régulés, évidemment. On peut parler du secteur financier, qui est un secteur qui est de plus en plus, on va dire, pas menacé, mais enfin concerné par ça. Il y a de plus en plus de startups dites de fintech qui se développent. Et donc le secteur de la santé est un secteur à la fois, qui a une réalité économique extrêmement forte, je veux dire, compte en milliards de dollars, et en même temps, donc un secteur très régulé et qui forcément est déjà en train de se transformer, c'est ce dont vous témoignez tous ici. Et donc, la question, je dirais, ce que nous on essaie de faire, c'est comment aussi, la France peut faire émerger et voir émerger ces entreprises qui seront les champions de demain. Parce que ma conviction, je pense que les innovations de rupture de demain, elles seront faites par des acteurs qui n'existent pas aujourd'hui. C'est ça, c'est pas forcément facile à comprendre, mais c'est quand même ce qu'on observe depuis 20 ans. C'est ces entreprises qui sont aujourd'hui dans un incubateur, ou même pas du tout, parce qu'il ne faut pas un incubateur, qui sont en train, alors les cycles peuvent être plus ou moins longs évidemment, mais ça c'est un élément important, et donc il faut créer l'écosystème, c'est le mot dont on utilise, pour que certains puissent grossir, mais aussi tout ça, cette dynamique, elle bénéficie aussi aux acteurs existants, les grandes entreprises, peut-être des ETI, et donc c'est tout ce système vertueux qui est fort, mais c'est important qu'il y ait cette dynamique par la base finalement pour innerver en innovation.
Il y a énormément d'acteurs qui se lancent, de plus en plus d'entreprises, etc. Et je pense que c'est évidemment le cas aussi dans le secteur de la santé, qui est un secteur fort dans l'industrie, dans l'économie française. Et donc c'est un vrai challenge, et nous on a envie aussi d'être beaucoup plus proactifs sur ce sujet, c'est-à-dire de contribuer aussi peut-être à structurer un petit peu plus cette French Tech dans le secteur de la santé, allant d'acteurs vraiment plus digital ou santé connectée jusqu'à des acteurs de la biotech, et c'est un de nos chantiers pour cette année. Mais donc, je voulais revenir aussi avec vous. On parle du problème, vous avez cité au début, ça se met en place, et après, le même problème, le app. Comment arriver au app? Et donc, vous avez cité, on a un peu parlé tout à l'heure, le fait qu'il faut complètement se réinventer, repenser les choses, et comment on peut repenser aussi le modèle de financement, et est-ce qu'on peut, on a des exemples par ailleurs de choses qui marchent. Oui, alors effectivement, on avait parlé. Moi, je voulais rebondir parce qu'on travaille avec la French Tech, forcément, en particulier sur les projets à l'étranger. Et c'est vraiment, enfin, je peux que valider l'aspect innovant des startups qu'on voit arriver. Alors moi, j'irais aussi dire qu'en santé, je pense qu'on a sous-estimé maintenant l'innovation qui va arriver des medtech. On a beaucoup worké sur la molécule, et on voit, par exemple, même maintenant les grandes molécules intégrer la santé numérique. Donc, de plus en plus, cette innovation, elle est start-up, mais elle est aussi multi-acteurs, multi-technologie. Et ça, c'est une révolution à vivre. Alors, pour revenir, effectivement, quand on parle de santé numérique, on est sur des solutions d'accompagnement de patients. Bon, on parlait tout à l'heure des diabétiques. Je me rappelle d'avoir un diabétique qui m'a dit, en gros, ma pathologie, je dois y penser toutes les 40 minutes. Donc, je me suis dit, bon, sans objet connecté ou sans outil d'accompagnement, c'est pas simple. Et la question qui se pose, c'est comment, enfin, on arrive très vite au modèle financier. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée un marché, alors, pour les startups. Et c'est vrai que là, on a encore un peu de difficultés. Et comment ces mises en place vont se faire. Et ce qui était dit, c'est que ce sont des nouvelles organisations, c'est une nouvelle façon de penser le système de soins et de prévention, parce que moi je pense qu'en fait de plus en plus on parlera de santé intégrée, et donc on va parler de la prévention jusqu'au suivi à domicile sur certaines pathologies. Et on est dans un système en France qui est très orienté. Alors ça commence à changer sur certains points, on commence à rentrer des forfaits, mais on est quand même très touché par la rémunération à l'acte. Et donc on rémunère les acteurs de santé quand ils prennent en charge de manière ponctuelle pour une action déterminée. Alors ça peut être une grosse action si on pense à toute une intervention chirurgicale à l'hôpital, mais on est très orienté sur l'acte. Or, en fait, donc, le système de santé est rémunéré quand les gens viennent à l'hôpital, en gros, ou viennent chez le médecin. Et les organisations de télésurveillance, finalement, c'est de dire vous allez rester chez vous et on va vous suivre à distance. Et si on pense même à des santé intégrées, où vraiment il y a toute la coordination qui se met en place, incluant pourquoi pas des acteurs sociaux ou des acteurs divers, puisque finalement un patient il est multifacette. On est forcément dans des modèles différents qui vont au-delà de l'acte, et de plus en plus les réflexions se font autour de forfait ou de capitation. Alors le forfait, c'est en gros je prends un paquet d'actions et par exemple de télésurveillance et je vais rémunérer en disant votre patient il coûte 1500 € par an, et là-dedans vous devez atteindre vos objectifs de qualité, qu'il soit bien suivi, etc., qu'il ait bien suivi son programme. La capitation, c'est même au-delà, c'est en gros le système de soins va toucher une somme par citoyen et doit assurer la bonne santé de la population. Et ces systèmes ont une différence profonde qui est finalement, ils sont d'autant plus rentables que les gens vont bien, alors qu'un système plus à l'acte touche plus de l'argent quand les gens sont malades. Et quelque part, on était dans des systèmes qui étaient construits pour prendre en charge très vite des patients qui allaient bien, tombaient malades, on remettait sur pied et on les ressortait. Et de plus en plus, avec la montée en puissance de la chronicité et de ces patients complexes, on est de plus en plus confronté à des patients qui ne vont pas guérir, mais qu'il va falloir suivre pendant très longtemps. Alors c'est parce que la médecine est bonne, hein, les pathologies qui tuaient maintenant, elles deviennent, par exemple le cancer, souvent les patients se chronicisent, et c'est aussi parce qu'on vieillit. Mais du coup, la problématique a un parti changé, et donc on s'oriente. Alors, je citais un exemple qui m'a pas mal interpellée, c'était une région en Espagne. Alors, l'Espagne est assez mobile sur tout ce qui est santé numérique. Et en fait, leur objectif dans une région où il y avait une population de 350 000 personnes sans hôpital, c'était de construire un hôpital, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont fait un appel de partenariat public-privé. Et le privé qui a répondu avait la responsabilité de mettre en place l'hôpital et de gérer les soins. En fait, il avait les médecins, les hôpitaux, l'hôpital. Et très vite, il a eu toute la santé de la région
enfin, du territoire de 350 000 personnes. Et il était rémunéré, enfin il est toujours d'ailleurs, ça marche toujours, à la capitation, c'est-à-dire qu'il touchait une somme, ce consortium privé qui gérait la santé touchait une somme par citoyen. Et en fait, il avait une règle du jeu qui était, vous touchez cette somme, vous devez prendre en charge toutes les personnes qui se présenteront à partir du moment où elles appartiennent au territoire. Par contre, les gens peuvent se faire soigner ailleurs, mais s'ils vont se faire soigner ailleurs, vous remboursez ailleurs, plus cher. Et vous devez être moins cher et meilleur que toutes les autres organisations de la région. Et en fait, ils ont réussi le contrat. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les indicateurs de qualité qui étaient classiques sont meilleurs. Ils sont plutôt ils sont en dessous dans les coûts. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont commencé à déployer des activités de prévention primaire. Donc, ils vont former, par exemple, les enfants dans les écoles à la bonne santé, à gérer leur santé, à savoir être attentif à ça. Et donc, c'est un système qui est entièrement transparent au niveau des données. Donc, tout est porté par des solutions de santé numérique, donc qui ne sont pas que de la télémédecine, c'est aussi des services sur les mobiles pour les patients qui savent les temps d'attente aux urgences, qui est présent aux urgences, quel type de spécialiste. Et donc, il y a une transparence des données entre les professionnels de santé qui sont en plus incentivés sur les résultats qualitatifs et quantitatifs, entre un certain nombre de patients et entre la puissance publique qui va gérer surveiller que tout se passe bien et le consortium qui gère ça. Donc c'est un modèle complètement différent, entièrement sur la capitation, mais qui est assez intéressant par rapport à ça. Donc en France, il y a des débuts, il y a des travaux sur des rémunérations nouvelles, sur des modes nouveaux, mais on est encore très orienté sur l'acte. Et c'est l'Espagne, un modèle beaucoup plus régional que la France, beaucoup plus très régional. Et là, c'est même un territoire dans une région. Mais chaque région a un petit peu son ministre de la Santé. Le Pays Basque a fait aussi un choix de santé numérique il y a maintenant 5 ans, 6 ans, qui est géré aussi très orienté sur l'innovation, parce que les gens touchent des incentives à l'innovation. Mais effectivement, les médecins et les hôpitaux touchent des incentives à l'innovation. Mais effectivement, chaque région a son mode de fonctionnement. Et donc, je voulais juste savoir, Monsieur Burnel, c'est un saut énorme de mentalité, de différents. Est-ce qu'il y a des réflexions en France en ce moment? Et est-ce que vous regardez ces modèles un peu de près? En tout cas, le coût de santé reste... toute l'action de la sécurité sociale très important, et de votre côté du ministère de la Santé, quelle réflexion au niveau du coût et comment la santé connectée peut aider à faire descendre ces coûts? D'abord, je voudrais juste faire un commentaire sur... Béatrice évoquait le cas d'Espagne, des systèmes régionaux. Je pense que ce n'est pas tant le problème de la régionalisation, c'est le fait que... Et moi, on a, dans le cadre européen, une instance de gouvernance qui s'appelle la IF Network, qui réunit 2 fois par an les responsables de santé des différents gouvernements de la Commission, États membres. Et je vois bien que la grande différence entre ceux qui avancent vite et ceux qui avancent moins vite, c'est essentiellement les systèmes nationaux de santé versus les systèmes bismarckiens. C'est-à-dire là où le système de santé est une administration unifiée, alors qu'elle soit nationale ou régionale, ça veut dire qu'il y a un management des organisations. Il y a quelqu'un qui manage des organisations. Et quand vous managez des organisations, vous introduisez notamment du numérique. Quand vous êtes dans des systèmes bismarckiens, c'est-à-dire en pratique avec des acteurs économiquement indépendants les uns des autres, voire en concurrence, le management des organisations est beaucoup plus complexe, puisque ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'organisent, ce n'est pas l'administration qui va prendre la tête des médecins libéraux. Donc il y a un engineering du changement qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on va travailler sur les incitatifs. Alors par ailleurs, ça a des tas d'autres avantages, en termes de réactivité, il ne s'agit pas pour moi de faire l'éloge des systèmes nationaux de santé. Je dis simplement, du point de vue de l'introduction des technologies numériques et des stratégies de modernisation, c'est plus facile d'intervenir quand on a une administration unifiée qui pilote l'ensemble des process que quand on est avec un régulateur qui n'est qu'un régulateur et qui vient introduire ou suggérer aux acteurs d'introduire des éléments de modernisation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va fonctionner par des incitatifs et c'est toujours un peu plus complexe en termes d'ingénierie. Donc je ferme cette parenthèse. Alors deuxième, sur le rationnel, il existe. On voit bien, mais ça a été évoqué à plusieurs reprises, il y a 2 grands rationnels aujourd'hui de mécanismes à l'œuvre. Le premier rationnel, c'est évidemment tout le sujet de la pathologie chronique, avec, on l'a bien vu, le Haut Comité pour la réforme de l'assurance maladie l'a mis en évidence, sur le fait que la maladie chronique, on ne sait pas la prévenir. En revanche, si on s'y prend bien, on sait en prévenir les complications. Et que quand à travers une meilleure surveillance du patient, on peut prévenir des complications, et ceci est mieux pour le patient et c'est mieux pour l'économie.
Donc à partir du moment, ça c'est un premier axe, et le deuxième axe, c'est, qui est aussi une évidence, c'est qu'une grande partie de l'amélioration du fonctionnement du système ou des résultats d'amélioration des résultats vient ou peut être attendue d'une meilleure implication des patients dans la prise en charge de leurs patients. Donc à partir du moment où on a ces deux modèles-là, on voit bien que le numérique peut jouer un rôle important. Bon, donc le rationnel sur le fait qu'il y a un intérêt objectif à introduire du numérique dans les processus de santé, il est absolument évident. Après, le sujet, c'est de la même manière ça n'aurait pas de sens de dire les médicaments c'est bien ou les médicaments c'est mauvais ou les dispositifs, c'est, je dirais, usage indication par indication, et qu'il y a des domaines dans lesquels le médicament est aujourd'hui très efficace, il y a des domaines dans lesquels le médicament aujourd'hui n'est pas efficace. Bon, je pense que sur le numérique, on est aussi dans cette situation-là. Alors moi je dirais il y a un domaine qui est à peu près tranché à mon avis, qui est tout ce qui touche aux échanges, au partage, à la coordination. C'est-à-dire que clairement, on voit bien que une grande partie, une source importante de dysfonctionnement vient des problèmes de non-accès ou de non-partage d'informations au même moment, donc, ou pas au bon moment. Donc tout ce qui vise à introduire du numérique pour faciliter, fluidifier les échanges, clairement, la rentabilité elle est assez évidente, essentiellement d'ailleurs en termes de sécurité, et probablement en termes d'efficience ou d'efficacité économique, mais en tout cas sûrement en termes de qualité et d'efficacité. Donc là, il n'y a pas de débat, et d'une certaine manière, je dirais là-dessus, on peut toujours dire qu'on n'en fait pas assez, mais enfin, les investissements publics sont clairement présents, ou les appels d'offres publics sont clairement présents, que ce soit pour informatiser les cabinets libéraux, les maisons de santé, les hôpitaux, ça existe. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxième élément, c'est quand on est, et là, quand on est plus proche du soin, on est moins dans l'organisation et le fonctionnement du système, on met du numérique plus directement au service du soin. C'est le cas, par exemple, de ce qui était évoqué sur le diabète. Là, il y a deux, et c'est globalement tout ce qu'on appelle la télémédecine, finalement. Là, il y a deux ensembles. Il y a un ensemble aujourd'hui qui nous pose, je crois, plus de problème, qui est quand on est sur une technologie, enfin une télémédecine, qui est la réalisation à distance d'un acte qui existe déjà en pratique physique. Une téléconsultation, une téléexpertise, une téléradiologie. Il n'y a plus de débat, je dirais c'est le même acte. Il n'y a plus vraiment de difficulté à ce que le système rentre dans le combat. La seule petite prudence qu'on a quelquefois, c'est de se dire que, et on le sait bien, à chaque fois qu'une technologie médicale devient plus facile à utiliser, ça se traduit quand même par une croissance des volumes. Donc on a une certaine prudence en la matière, en disant attention, à chaque fois que ça devient facile ou que le rapport bénéfice-risque s'améliore, on sait qu'on a derrière une augmentation des volumes, donc il faut être un peu prudent là-dessus, compte tenu qu'on connaît tout la situation de l'assurance maladie. Mais globalement, le sujet est maîtrisé. Puis après, il y a le deuxième sujet, qui est finalement, par exemple, le diabète ou d'autres domaines, où il y a une offre de services nouvelles, une nouvelle prestation médicale. Finalement, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, c'est une nouvelle prestation médicale. Et donc là, il faut pouvoir dire, oui, il y a un bénéfice-risque favorable ou pas, c'est coût-efficace ou c'est pas coût-efficace. Donc c'est le sens notamment des expérimentations de l'article 36, de pouvoir permettre de développer à une échelle relativement significative pour pouvoir évaluer derrière. Et une fois qu'on a... Alors ça, c'est le problème de l'évaluation. Puis deuxième sujet qui est, mais je pense que là-dessus, on devrait, dans les semaines qui viennent, dire des choses assez intéressantes sur le sujet, c'est la modélisation de la rémunération. Comment est-ce qu'on rémunère un système comme ça, qui combine plusieurs acteurs, et dans lequel on a grosso modo trois choses. On a un acte médical, il y a forcément un acte médical, sinon on n'est pas dans le domaine de la télémédecine. Il y a un deuxième ensemble de prestations qui tourne autour du traitement de la donnée, la collecte, le traitement du signal, un début d'interprétation, éventuellement l'équipement du patient ou la maintenance du matériel. Donc ça peut prendre, c'est un deuxième ensemble de prestations. Et puis il y a un troisième ensemble de prestations qui est une partie souvent paramédicale, c'est-à-dire entre le traitement de la donnée et le professionnel de santé et le médecin, il y a souvent un intermédiaire qui fait les choses, qui va accompagner le patient. Donc on commence à avoir une vision assez... Et de voir que finalement, à travers un modèle comme ça à 3 étages, on arrive à décrire à peu près toutes les situations de télémédecine. Et je voulais revenir un instant sur le volet internationalisation, parce que c'est l'autre volet de la compétitivité française. Juste pour terminer, vous avez cité des systèmes à l'étranger qui, au niveau européen qui marchent mieux, certains qui marchent moins bien. La France se situe où, à peu près? Je pense qu'on est dans une honnête moyenne. C'est-à-dire que clairement, il y a des pays, quand j'entends mes collègues du Danemark ou décrire leur système, mais bon, il y a 5 millions d'habitants, mais quand même, ils ont effectivement un degré d'intégration des technologies numériques qui n'a absolument rien à voir, ou l'Estonie par exemple, là aussi petit pays. Mais quand je me compare à notre voisin immédiat allemand, on n'est pas si mauvais, quoi. Voilà, donc je pense qu'on est honnêtement, on est en termes de déploiement effectif
de l'e-santé dans un champ d'autres moyens. Alors on va avoir une manière de le mesurer très concrètement. Vous savez que l'Europe a prévu des échanges et notamment la possibilité de faire des soins transfrontaliers, que les soins transfrontaliers, ça exige la capacité à échanger de l'information relative à des patients entre professionnels de santé à travers différents pays d'Europe. On est en train de construire des infrastructures, on verra bien là quels sont les pays qui sont capables d'alimenter et quels sont ceux qui sont devant, quels sont ceux qui sont derrière. Et puis, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a une énorme réalité de ces acteurs en France et beaucoup voyagent aussi, on peut dire. Donc, on peut citer le CES de Las Vegas. Les acteurs français étaient beaucoup, je pense, autour de 280 et beaucoup moins les acteurs de certains d'autres pays. Donc, est-ce que ce foisonnement, c'est un point de force, c'est du dynamisme, ou on risque de disperser un peu les forces et peut-être ça serait mieux de en choisir quelques-uns pour vraiment le pousser à fond? Est-ce que... Donc, effectivement, il y avait au Consumer Electronics Show tous les ans, qui est un peu la grande vitrine internationale de l'innovation dans le domaine du consumer electronics, les grands grand public, donc, qui se passe à Las Vegas. Qui était traditionnellement, ça c'est intéressant parce que c'était traditionnellement un salon effectivement de l'industrie d'électronique grand public. Vous voyez la dernière télévision, écran plat, écran circulaire, etc. Cette année, enfin, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des acteurs industriels qui viennent. C'est beaucoup autour de l'objet connecté, et donc c'était même par secteur. Vous aviez les drones, et donc il y avait tout un énorme endroit destiné et dédié à la santé connectée. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit dans ces grands salons le mouvement donc de pénétration comme ça du digital dans l'ensemble des secteurs économiques qui se matérialise très fort. Alors effectivement, il y avait une forte présence française, en tout cas en particulier des startups françaises. On a dénombré presque 200, 190. Et dans l'espace dédié aux startups, c'était quasiment 30%. Donc il y avait une énorme délégation française encore une fois, un point important, toutes ces entreprises sont allées au CES d'elles-mêmes, elles n'ont pas été emmenées dans les valises d'un ministre, elles y sont allées, elles ont acheté leur stand et elles étaient là-bas pour ça. C'est quand même un point important, il y a eu un peu de confusion sur ce point, donc c'est bien les entreprises qui y sont allées, il y avait une présence forte, il y a un vrai dynamisme dans le domaine de l'IoT, des objets connectés en France, qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment sans doute aussi au carrefour à la fois du monde industriel, du savoir-faire de l'ingénieur, où il y a un vrai savoir-faire français, et puis domaine de l'analyse de données, les big data, etc., et aussi surtout l'intelligence artificielle et machine learning, etc. Et donc, voilà, il y avait une forte présence française. Alors, pour votre question, je pense qu'il y a un foisonnement, ça montre la dynamique. Après, ce qu'on peut voir aussi, quand on compare aux années précédentes, c'est qu'il y a des entreprises qui sont allées et qui étaient start-up et qui avaient un tout petit stand, et cette année, qui avait un stand de 100 mètres carrés et qui était dans le grand trade show, etc. Donc, certains sortent, évidemment, il y a une sélectivité et tout le monde, évidemment, ne devient pas un grand acteur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une dynamique de fond. Et c'est surtout pas l'État qui va décider quelle entreprise va émerger, etc. Donc, nous, on est plutôt dans une posture d'accompagner ce foisonnement, de le donner à voir. Je pense qu'on a fait un peu de communication sur ce sujet pour que ça se voit. Je pense que ça s'est vu. Et pour revenir aussi sur le sujet d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur de la santé connectée. Alors évidemment, on voit bien que ça vient du consumer grand public et ça arrive dans le monde de la santé. Donc c'est toutes les frontières. Enfin, vous évoquiez Monsieur Brunel, on arrive aujourd'hui à modéliser différents types, effectivement, mais en fait, tous ces cadres, je vous fais le pari que dans un an, 2 ans, tout ça va voler en éclats. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout le temps ces frontières qui bougent, et c'est ça qui est très intéressant, et les disruptions et modèles économiques, ce qui va avec innovants, vont émerger évidemment des endroits qu'on attend le moins. Et voilà, donc je pense qu'il y a de vrais atouts de notre pays dans ce domaine. Et on est là, je pense, collectivement, pour essayer de le faire émerger et de l'accompagner. Voilà. Donc, pour arriver à l'app, de plus concrètement, plus vite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner au mieux ces petites sociétés dont certaines ont du mal après à trouver... il y a plein de thématiques. Ce qui est important, en tout cas la vision... Éviter qu'elles s'en aillent. Donc,
quelques Oui, autres pays. ce qui est important, c'est vraiment, on essaie, alors nous, je réponds à votre question, mais effectivement, c'est cette notion d'écosystème. Ce qui est important, c'est d'essayer de concentrer l'accès, enfin d'avoir un accès le plus rapide possible et efficace possible aux facteurs de croissance de ces entreprises. Alors c'est dit un peu théorique, mais qu'est-ce qui permet à une start-up de croître très vite? C'est de recruter les meilleurs talents, c'est de se projeter vite à l'international, c'est évidemment de pouvoir très vite signer des clients, ou d'avoir la traction, disons, utilisateur, et d'arriver à se financer. Et donc, après, on peut prendre ces différents facteurs, d'arriver à se financer. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on a une industrie du capital risque, on parle bien de fonds propres, dynamique, etc. Alors, c'est assez prometteur. En France, vous savez, le volume de capital risque levé par les startups françaises a été quasiment multiplié par 2 en un an, entre 2014 et 2015. Donc, il y a une vraie croissance extrêmement forte. Il y a une appétence aussi des gens des Français pour les startups, capacité à recruter les talents. Donc, c'est multi-paramètres, j'ai envie de dire. Mais donc, il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est vraiment essayer de jouer sur cette dynamique, puis qui devait d'abord être une dynamique, c'est ça, je vais peut-être finir là-dessus, entrepreneuriat. C'est vraiment ce projet de start-up, je suis petit, je deviens grand, je vais conquérir le monde international, devenir un leader mondial. Et c'est vraiment par ce dynamique entrepreneuriale que les choses se font et se cristallisent. Voilà, c'est un peu ça en tout cas, c'est le pari qu'on essaye de faire. Je voulais pas, Monsieur Littmann, Sanofi est une société qui quand même est déjà au niveau international, donc de votre point de vue, vous vous situez où et quels conseils aussi, qu'est-ce que vous voyez avec cette expérience qui est française et internationale? Alors je dirais d'abord que je pense qu'une société comme la nôtre a un rôle à jouer important, parce qu'on est une société française pour aller tirer l'innovation en santé en France. Aucune entreprise de santé n'a une présence telle que la nôtre en France. Donc je pense que les grands groupes ont un rôle à jouer et c'est pour ça qu'on prend toutes les initiatives dont je parlais tout à l'heure, pour être des clients, pour accompagner, pour donner de la visibilité et puis aussi sans doute pour accompagner à l'international. On peut aussi faire profiter à ces startups de notre réseau. Je pense que ces startups-là ou ces acteurs-là ont aussi à s'organiser et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les startups en e-santé avec la création de l'association France e-Health Tech, dont on a été un des premiers partenaires. On a signé un partenariat la semaine dernière. C'est une association qui fédère l'ensemble des startups en e-santé en France et on trouve ça très intéressant parce que ça permet d'accélérer les partenariats, d'avoir une visibilité sur toutes les initiatives. Et puis il y a une chose dont on n'a pas tellement parlé, mon collègue l'a un petit peu évoqué, c'est l'Europe. Parce qu'on parle des États-Unis, mais il y a sans doute aussi sur le marché européen l'occasion de solidifier ces entreprises. Et Sanofi, par exemple, est partenaire d'un consortium européen qui s'appelle l'EIT Health, Institut européen des technologies dans le domaine de la santé, qui regroupe des universités, des académiques, des industriels européens, et qui bénéficie notamment de financement dans le cadre du plan Juncker. Et je pense aussi que une partie de la réponse est du côté de l'Europe et on ne le mentionne pas suffisamment. Bien sûr qu'en France, il faut qu'on organise ce marché, il faut qu'on aide ces sociétés à se développer, mais sans doute aussi qu'on peut essayer de fédérer davantage les efforts et le financement européen. Et puis, je voulais revenir un instant, Monsieur Vincent, quelque chose dont vous avez parlé avant, le lien humain avec la technologie. Vous avez, je pense, vous aussi, Monsieur Littmann, évoqué nouveaux métiers, l'importance du métier nouveau. On a lu les journaux après Davos et les unes disaient tous qu'à Davos, on s'est penché sur le sujet du digital et la destruction de l'emploi. Donc on sort un peu de cette table ronde, un peu rassuré que quand même, c'est pas tout si négatif et que même dans ce nouveau monde, le côté humain reste, le côté du service important. Donc je voulais un peu avoir votre opinion là-dessus. Je pense qu'en fait, la santé, il va falloir arrêter de l'envisager comme un poste de coût, mais plutôt comme une vraie valeur, comme une vraie projection dans quelque chose de nouveau, etc. Effectivement, vous le disiez, il y a de nouveaux métiers. On va certainement créer des nouvelles lignes de partage. On voit aujourd'hui que la digitalisation, la technologie fait également avancer les médecins qui doivent de plus en plus devenir des experts, non pas de la technologie, mais de l'exploitation et de la compréhension de la donnée qui remonte de leurs dispositifs de plus en plus intelligents. Ça veut dire qu'il va falloir demain de plus en plus accompagner le patient sur la mise en place de son traitement et que ce temps qui sera mis en place pour le traitement, il sera peut-être moins disponible pour faire
le métier que d'autres, peut-être moins qualifiés, avec une valeur un peu différente, pourront faire. C'est des infirmières de télémédecine, c'est des infirmières d'accompagnement. Je pense qu'on est en train de créer de nouvelles filières qui aujourd'hui ne sont pas encore très visibles parce qu'en fait, on change complètement de fonction. Aujourd'hui, l'un de nos enjeux, nous, c'est de faire d'infirmières de soins qui, tous les jours, alors je vais schématiser, mais touchent le patient, changent les pansements, etc. À un moment, quand elles arrivent chez nous, on leur explique que le patient, ne le verront plus. Donc ça veut dire qu'on va leur expliquer de nouvelles façons d'aborder un patient. Ça va être un patient qui va être pris à distance, ça va être un patient sur lequel on va traiter son psychique peut-être plus que son physique. On parlait tout à l'heure d'un patient qui est multifacette. C'est très important. Un patient, il n'est pas différent en fonction de son social, son médical et son familial. Un patient qui est malade, il a à la fois son problème médical à gérer, qui est très important. Il aura peut-être à côté de ça une gestion de famille qui va se retrouver perturbée. Il aura peut-être une famille autour de lui qui va se sentir complètement déstabilisée. Et il faut arriver à créer cet écosystème qui va permettre de faciliter la prise de traitement, qui est quand même l'enjeu de la société, puisque qui dit observance dit amélioration de l'état de santé, donc évitement des aggravations. Mais tous ces évitements, toute cette amélioration, elle est liée à une vision globale d'un individu qui, lui, a des besoins qu'il arrive à exprimer dans des univers différents et auxquels, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse unifiée. Vous avez votre médecin, vous avez potentiellement votre assistante sociale, vous avez potentiellement direction d'école, etc. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce passage complet. L'exemple qu'on donne à loisir, parce que malgré tout, il reste parlant, c'est une femme divorcée, cancer du sein, qui a une chimiothérapie, elle a des enfants, et à un moment, dans ses arbitrages, avec une sortie d'école, peut-être que la première fois, elle choisira d'aller à l'hôpital pour utiliser sa poste de chimiothérapie. Qui nous dit que la deuxième fois, elle ne fera pas le choix de ses enfants? Et en fait, quand on regarde, pour peut-être à un moment avoir pris quelqu'un qui va chercher les enfants à l'école, on aura perdu une poche de chimiothérapie, on aura certainement fortement perturbé les chances de guérison de cette femme, on aura perturbé un cycle familial, un cycle professionnel, et au final, peut-être que c'est allez, on va dire 30 ou 40 euros qui auraient été nécessaires pour aller chercher cet enfant à l'école. Faites le calcul de tout ce qui aura été perdu en coût pour la société, en coût pour à la fois l'humain, la famille, mais également, au final, pour la collectivité. Et donc, on va bien au-delà que du médical. On rentre sur le côté citoyen, le côté social. J'ai juste une curiosité. On peut dire qu'il y a 20 ans, les médecins étaient au centre du monde. Là, ça évolue un tout petit peu. Est-ce que de leur côté, c'est facile ce changement? Ils en font partie. C'est où il y a des fois un peu de résistance parce que c'est tout un nouveau métier dans une façon d'apprendre. C'est un apprentissage aussi pour eux. Et de l'autre côté, les universités, les écoles de médecins sont pas tout à fait à la pointe à revenir à apprendre cette nouvelle façon de penser, parce que je pense qu'on est tous dans une nouvelle façon de penser ici. Je crois que tout humain, quel qu'il soit, a un frein naturel au changement. Maintenant, ces changements, ils s'expliquent, il faut qu'ils soient accompagnés. On a aussi chez les médecins un changement de vision, on a un rajeunissement des populations. Faut quand même rappeler qu'on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui prennent des carrières médicales et qui du coup ont certainement une autre vision de la santé. Et l'intégralité des jeunes équipes de médecins qui arrivent aujourd'hui, j'utilise volontairement le terme d'équipe, puisqu'en fait, on n'est plus sur de l'exercice individuel et libéral. On est aujourd'hui de plus en plus sur des constructions d'équipes pluridisciplinaires. Donc cette logique de partage, elle existe déjà. Un médecin se trouve de plus en plus seul entre la multitude de traitements qui existent, la multitude de maladies qui se développent. Au final, un médecin tout seul, il sera de moins en moins capable, et il se dit de moins en moins capable d'apporter une réponse unifiée. Donc on a déjà cette logique du partenariat, on a déjà cette logique de la coopération qui est en train de se mettre en place. Je ne dis pas que le risque ou la perception d'un risque de perte d'une patientèle ou autre n'existe pas, et c'est légitime. Maintenant, il faut expliquer qu'à un moment, quand on a un individu supplémentaire dans une chaîne de soins, ça n'est pas ni au détriment de l'un ni au détriment de l'autre. Notre position Europe Assistance, c'est de dire que de toute façon, on est
pour, avec et aux côtés des professionnels de santé, mais jamais en substitution. On ne va pas faire le rôle. On n'a ni la légitimité, ni la capacité de le faire. Rappelez-vous qu'on est dans une prise en charge distante, sur laquelle on peut faire un certain nombre de choses, mais on va rester dans notre métier, parce que déjà, je pense qu'on a de quoi faire, on a beaucoup de choses à apporter, et on va laisser à chacun le rôle qui lui incombe. Et puis j'ai un peu une question pour vous tous. On a parlé un peu des acteurs français, mais il y a les super acteurs énormes qui arrivent, les géants, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. Et donc, est-ce que vous pensez qu'eux, ils arriveront à avoir un rôle très important en France? C'est eux qui vont avoir le rôle prédominant dans le long terme, ou ces réalités qu'on est en train d'essayer de pousser, de créer, cette nouvelle réalité qu'on veut créer ici en France, pourra rivaliser? Donc, un peu intéressé à votre point de vue de chacun sur ce sujet. Bon, d'abord, peut-être je peux dire avec un peu de fierté que Sanofi, on est aussi un géant. Et je ne le dis pas seulement pour Sanofi, je le dis pour la France et l'industrie française. On a en France des grands champions nationaux, pas seulement Sanofi, et donc c'est une grande chance. Ensuite, le fait que Google, par exemple, signe un partenariat avec une entreprise comme la nôtre ou d'autres, parce qu'on n'a pas été tout à fait les seuls, c'est quand même le signal que pour aller dans ce domaine, ils ont bien compris qu'ils n'iraient pas tout seuls. Parce que quand on a, depuis un certain nombre d'années, travaillé dans le domaine de la santé, développé des relations avec les professionnels de santé, avec les patients, on a un savoir-faire intangible, au-delà de notre seule recherche et développement, qui a une valeur que n'a pas une société comme Google. Donc je pense que la solution, elle est à aller chercher du côté des partenariats. Moi, personnellement, je trouve qu'on vit une époque pleine de promesses dans le domaine de la santé. Probablement qu'on est à l'aube de changements qui tardent un peu plus à arriver dans d'autres industries, parce qu'on est dans un domaine beaucoup plus réglementé, qui traite des données de santé, qui sont des données éminemment sensibles, avec une dimension politique forte. Mais le potentiel de changement et d'amélioration de l'efficience du système d'une part, et de prise en charge de la santé, de mon point de vue, est absolument considérable. Et donc, si collectivement, avec tous les gens qui sont autour de la table et tous les autres qui sont dans la salle, on s'organise et on est résolument confiant dans nos capacités, je pense qu'on y arrivera. Monsieur Burnel ? Merci. Moi, je pense qu'ils ont, sur les acteurs, donc ils auront une place ils auront une place dans le paysage et dans la réponse. Dans la réponse, aujourd'hui, ils sont plutôt en dehors de la santé, que demain, ils seront beaucoup plus présents dans la santé, c'est fort probable. En soi, d'ailleurs, moi, ça ne m'émeut pas forcément, je dirais, dès lors qu'ils respectent, je dirais, le cadre requis au niveau de la protection des données ou de la protection des personnes. Maintenant, encore une fois, un système de santé, ce n'est pas un acteur, c'est une combinaison d'acteurs. Donc, et avec une dimension de valeur spécifique, de culturelle, ça a été évoqué. Donc, je ne les vois pas se substituer en tant que gestionnaire du système. Maintenant qu'ils aient une place dans le paysage et une place plus importante que celle qu'ils ont aujourd'hui à travers des offres, c'est fort probable. Je crois qu'il faut être vigilant sur le fait dans un certain nombre de secteurs, il y a quand même des éléments clés sur lesquels il est important d'être présent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans le numérique, il y a quand même un effet seuil, qui fait que plus vous êtes gros, plus vous avez une capacité de proposition, une certaine puissance. À un moment donné, vous captez tout et vous remportez la totalité de la mise. Donc je pense qu'il y a un sujet, mais qui est finalement un vieux sujet en matière économique, qui est le sujet de la lutte contre les monopoles. Je pense qu'il faut faire attention à ce que dans les secteurs en général, dans le secteur qui est le nôtre, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des acteurs qui, à un moment donné, prennent une place qui soit exorbitante et qui mettent en péril, je dirais, l'équipe du système. Mais qu'ils aient une place croissante dans le système, oui, très probablement, et je crois qu'il n'y a pas en soi, a priori, de raison de s'en émouvoir. Alors, je vais aussi avoir une réponse un peu dans la même lignée, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont déjà là. Donc, et je pense aussi qu'il faut être conscient, le système de santé existe, il est présent, surtout ce que je pense, c'est que les frontières vont tomber un jour ou l'autre. C'est-à-dire on voit déjà apparaître, alors qui sont en plus peut-être inquiétantes parce que elles vont apporter des fractures d'accès ou de moyens. Mais on voit très bien, par exemple, apparaître des sites qui vous disent on peut vous offrir le second avis si vous avez un doute et vous avez télé-expertise sur votre dossier médical contre rémunération. Donc je pense qu'il va y avoir aussi des frontières qui vont tomber qui sont liées à cette ubérisation de la santé qui est possible. Donc je pense qu'ils sont déjà là et qu'ils vont arriver peut-être pas là où on les attend le plus. Après, je suis assez d'accord sur le côté volume et rapidité et seuil. C'est-à-dire qu'il y a probablement des fonctions ou des savoir-faire qui seront peut-être liées à des capacités d'avoir très vite des données ou très vite des outils
et que peut-être il n'y aura pas tant de solutions pérennes à terme au niveau international. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système où ce sont les partenariats qui construisent et qui sont essentiels, et on a un savoir-faire reconnu en France au niveau international. Mais je pense qu'il y a des frontières vont tomber, et certains domaines très spécifiques de savoir-faire peuvent se mettre en place très vite. Une première remarque, c'est donc on parlait de géants tout à l'heure. Donc Google, la capitalisation de Google, d'Alphabet, ça dépasse tout le CAC 40. Donc il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. C'est la première chose. Et deuxième chose, l'acteur au monde que les gens et les Français interrogent le plus sur leur propre santé, c'est aujourd'hui le moteur de recherche Google. Donc je pense, moi je ne sais pas si on a le droit d'être, s'il faut qu'on soit confiant en nous-mêmes. Je pense que la France a d'énormes atouts, mais c'est en train d'arriver, c'est déjà là. Je veux dire. Et ça va très très vite. Et tout va tomber, les barrières vont tomber. Donc ça va être très violent. Moi, on parle beaucoup de Google, mais je reviens sur le fait que c'est des acteurs émergents. C'est aujourd'hui des startups qui ont levé 100, 200, 500 millions de dollars. Parce qu'on voit Uber dans le secteur des taxis, mais je veux dire, le Uber dans le secteur de la santé, ça va arriver. Et lui, il va lever 1 milliard de dollars en Silicon Valley. Et nous, on va être là. Donc le sujet, c'est comment tout ça, c'est en train d'arriver. Le sujet, c'est comment collectivement, effectivement, on a des énormes atouts, on a des grandes entreprises installées, on a ce tissu créatif de start-up et tout. Mais comment on capte une partie de sa valeur pour que demain, les grands acteurs du numérique de santé de demain, je veux dire, ne soient pas tous, il faut dire les choses. Je travaille au ministère de l'économie française, au service de la population française, qu'ils ne soient pas tous américains. Il y a quand même un vrai sujet autour de ça. Je pense que c'est l'enjeu pour lequel on travaille tous. Donc on a d'énormes atouts, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face sur la violence avec lesquelles les choses se font. Et il y a une capacité d'investissement qui est quasiment illimitée en Silicon Valley. On n'arrive pas à faire ça. Quand on est capitalisé comme Google, je veux dire, l'argent n'est pas un problème. Et donc, plus un énorme savoir-faire de capacité à produire ces innovations. Donc, on a des atouts, il y a des barrières qui existent. Voilà, faisons jouer nos atouts, mais engageons-nous dans cette transformation pour que nous, il y ait des acteurs français, il y ait des champions qui émergent et encore une fois, pour les emplois et la santé de l'économie française. C'est pour ça qu'on se bat. En fait, de toute façon, on ne peut pas lutter contre ça. Vous le disiez, les gens, le premier moteur de recherche qu'ils utilisent quand ils ont une maladie, c'est Google. Donc, et les médecins aussi. Bon, il y a quand même quelques années, on parlait qu'il y avait 4 fois plus de Vidal vendus en France qu'il n'y avait de médecins. On cherche toujours les autres exemplaires. Donc, à un moment donné, on ne peut pas interdire aux gens de dire ce qu'ils ont envie, d'aller chercher ce qu'ils ont envie. On ne peut pas non plus dire que tout ça, c'est pas bien et qu'on est les détenteurs du savoir. Je pense qu'il faut qu'on arrive à vivre avec ça. Il faut qu'on arrive à comprendre que l'enjeu, il n'est peut-être pas tant sur la data que sur l'analyse qu'on peut en faire. Et c'est peut-être plus avoir cette capacité à rendre aux gens ce qu'en fait ils ont voulu donner à ces moteurs, à ces big data, parce qu'ils sont allés chercher quelque chose. Est-ce qu'ils ont trouvé, pas trouvé? C'est plus de vérifier que la donnée qu'ils ont trouvée, elle est la bonne, qu'elle va bien répondre à leurs sollicitations, et peut-être leur apporter plus de confort dans cette recherche. Parce que de toute façon, on ne va pas lutter contre ce qui est en train d'arriver. Ou alors, il fallait le faire, mais il y a très très longtemps. Et donc, il faut se revoir dans une année pour voir quel pas en avant on a fait. Je pense qu'on peut terminer sur ça. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui et pour les gens qui nous accompagnaient pendant cette conversation. Un grand merci et il y a la meilleure partie maintenant avec les trophées.